façon-là. Et donc, comme ils n'ont pas mangé autre chose, c'est beaucoup plus facile de les maintenir sur ce type de régime à vie. D'accord ? Et donc, on va supplémenter dans tous les autres acides aminés, sauf ces ramifiés. Et puis, il va falloir faire attention d'éviter quand même les carences. Hein. Il faut quand même un petit taux de leucine toujours présent. Et puis, il faut les deux autres ramifiés également présents, valine et isoleucine, pour éviter d'avoir une carence protéique. Alors, voilà la voie métabolique de ces acides aminés ramifiés. Ne vous affolez pas, je ne vais vous parler que de cette enzyme, que de cette étape-là. Enfin, la première, vous la connaissez tous, puisqu'on l'a déjà vue hier, mais je vais vous parler seulement de cette étape-là. Et ensuite, j'arriverai sur la fin de la dégradation du catabolisme de ces acides aminés ramifiés, parce que c'est important. Et parce que là aussi, on a des maladies que l'on diagnostique assez précocement. Eh bien, la première étape, c'est simplement la transamination. Donc, on obtient les acides alpha-acétoniques correspondants. Et l'étape qui m'intéresse ici, et c'est celle qui peut être déficitaire, c'est donc cette enzyme qui est l'enzyme qui permet la décarboxylation oxydative de ces acides aminés alpha-acétoniques, hein, exactement comme agit la pyruvate déshydragénase et comme agit également une autre enzyme, alors c'est peut-être ici que je détaille, une autre enzyme qui est une enzyme qui intervient dans le cycle de Krebs, qui est l'alpha-acétoglutarate déshydragénase. Eh bien, ces trois complexes multi-enzymatiques sont très similaires et ils sont tellement similaires que la troisième enzyme de ces trois complexes est la même pour les trois complexes. Donc ici, vous reconnaissez, je ne sais pas si c'est cette année que vous avez fait la pyruvate déshydragénase ou si c'est partie du cours de P1, je ne sais pas du tout si c'est revu cette année. Hein, c'est l'entrée du pyruvate dans le cycle de Krebs sous forme d'acétyl-CoA. Eh bien, la première étape, alors il y a trois enzymes. Une enzyme 1 qui fonctionne avec un cofacteur qui est la vitamine B1. Et la vitamine B1, pas directement, exactement comme le coup de la vitamine B6, mais sous forme de thiamine pyrophosphate, donc une forme phosphorylée, hein, également la thiamine pyrophosphate. Et donc la première étape consiste à décarboxyler l'acide alpha-acétonique, hein, départ de CO2. Donc c'est cette enzyme qui permet cette décarboxylation. Il y a une deuxième étape qui va permettre, et qui fonctionne avec deux cofacteurs cette fois-ci, qui sont l'acide lipoïque et le CoA-SH. Et donc la deuxième étape, ça va consister à faire une réaction d'oxydoréduction de l'acide lipoïque et en même temps transfert de ce groupement-là sur le CoA-SH pour former le RCOS-CoA. D'accord ? Et l'acide lipoïque qui va être réduit va devoir être réoxydé et va intervenir une troisième enzyme qui est la fameuse enzyme 3 qui est identique sur ces trois complexes dont je vous ai parlé et qui va permettre de réoxyder hein, l'acide lipoïque réduit en acide lipoïque oxydé pour permettre de nouveau un autre transfert sur l'acide CoA-SH du groupement RCO-COH. Et ceci se fait au moyen de cette enzyme 3 qui fonctionne avec deux cofacteurs, le FAD et le NADH. Et le produit formé, vous le savez, c'est du NADH H+, qui va être réoxydé au niveau de la chaîne respiratoire. Alors, donc, cette enzyme-là, évidemment, elle est importante, cette décarboxylase, puisqu'elle va conduire à cette maladie que l'on appelle la leucinose. Mais si vous avez un déficit sur la sous-unité E3, eh bien, vous aurez des déficits à la fois sur la pyruvate déshydragénase, sur l'alpha-acétoglutarate déshydragénase et sur cette enzyme, qui voudra dire que vos patients ont une triple, je dirais, une triple anomalie. Ils auront à la fois une anomalie au niveau les deux pyruvates déshydragénases, alpha-acétoglutarate déshydragénase, vont entraîner une anomalie oxydative, donc une anomalie énergétique, hein, anomalie énergétique, alors que l'autre va entraîner une intoxication par un excès d'acides aminés ramifiés. Alors, je vous ai dit que je m'intéressais simplement, et je m'intéresse simplement, je vais vous simplifier un peu la tâche, parce que le reste, c'est pas très intéressant, ce sont des réactions qui se poursuivent, même si ces réactions sont équivalentes à ce que l'on retrouve ailleurs au niveau du cycle de Krebs, mais je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Je n'en vois pas d'intérêt pour vous pour le moment. Si un jour vous y intéressez, vous irez les retrouver, vous irez les rechercher. Vous savez que ça se dégrade en acétoacétate et acétyl-CoA pour la leucine. Donc la leucine, vous le voyez ici, elle ne donne que des dérivés de l'acétogénèse. Elle est exclusivement cétoformatrice, alors que l'isoleucine va être dégradée en acétyl-CoA et on va voir en succinyl-CoA. La valine est exclusivement en succinyl-CoA, exclusivement en glucoformateur, alors que
que celui-là peut former à la fois des précurseurs de la voie de la cétogénèse et des précurseurs de la voie de la glucogénèse, qui est le succinyl-CoA, qui est l'intermédiaire, qui est un des intermédiaires du cycle de Krebs. Donc la fin de cette dégradation des acides aminés ramifiés, et la fin en particulier de la dégradation de l'isoleucine et la valine, conduisent au propionyl-CoA, et c'est à ça que je veux arriver. Et ce propionyl-CoA, eh bien, il va être métabolisé en succinyl-CoA pour rentrer dans le cycle de Krebs. Et ceci se fait via trois étapes. La première étape, ça va être une réaction de carboxylation. Le propionyl-CoA va prendre un CO2 pour former du méthylmalonyl-CoA. Et ça se fait grâce à une enzyme qui est une des 4 enzymes de l'organisme qui sont des carboxylases. Cette fois-ci, c'est la propionyl-CoA carboxylase. J'ai évoqué hier avec vous la pyruvate carboxylase en disant que le pyruvate pouvait prendre un CO2 pour former l'acide oxaloacétique et remonter la voie de la glucogénèse. Et bien, c'est une deuxième enzyme de carboxylation, hein, c'est la propionyl-CoA carboxylase. Et vous allez voir que comme toutes les carboxylases de l'organisme, elle travaille avec un cofacteur qui est une vitamine et qui est ici la biotine. Donc, ce propionyl-CoA s'est transformé, donc est carboxylé en méthylmalonyl-CoA, mais c'est la forme D que l'on obtient. Donc ensuite, il y a simplement une racémisation de la forme D à la forme L. Et puis, le L-méthylmalonyl-CoA va être ensuite transformé en succinyl-CoA grâce à une enzyme qui est une mutase, qui est donc la méthylmalonyl-CoA mutase, et qui est une enzyme importante et intéressante parce que c'est l'une des 2 seules enzymes de l'organisme qui travaille avec un cofacteur qui est une autre vitamine, mais cette fois-ci la vitamine B12. Et lorsque vous aurez des déficits en vitamine B12 dans votre organisme, eh bien, ça va se traduire par un déficit de cette voie métabolique ici, donc un déficit de cette enzyme, et avec des accumulations d'acide méthylmalonique qui dérivent du méthylmalonyl-CoA. Et donc ici, on connaît un déficit, qui est ce déficit en propionyl-CoA carboxylase, et le déficit en méthylmalonyl-CoA mutase. Alors, je vais donc vous parler de ces vitamines qui interviennent dans ces voies métaboliques, et les vitamines sont vraiment essentielles dans le métabolisme des acides aminés. Hein, on a déjà vu la vitamine B6. Là, on va voir la vitamine B1. La vitamine B1 qui est le cofacteur des carboxylases, hein, des acides alpha-cétoniques, comme la pyruvate déshydrogénase, l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase et la décarboxylase des acides aminés ramifiés, des acides alpha-cétoniques des acides aminés ramifiés. C'est cette vitamine B1 sous forme de thiamine pyrophosphate. Et donc, c'est une vitamine importante. Et vous avez peut-être entendu parler ou eu la notion de l'histoire de beriberi. Le beriberi, ce n'est rien d'autre qu'un déficit en vitamine B1. Beriberi, on retrouve souvent chez les Asiatiques qui se nourrissaient, ça a beaucoup évolué, encore, bien que j'en sois pas encore complètement sûr, parce qu'il y a encore beaucoup de famines dans ces coins-là, eh bien, ils se nourrissaient exclusivement de riz qui n'étaient pas des riz complets, qui étaient des riz qui étaient transformés, riz que l'on mange, nous, aujourd'hui. Et du coup, on faisait disparaître toutes les vitamines associées à cet élément de base, et comme ils ne se nourrissaient qu'à base de riz, eh bien, ils avaient un déficit en B1, et ça se traduisait par une maladie énergétique, hein, puisque le pyruvate, je vous ai dit, était transformé en alpha-céto, en acétyl-CoA, et donc ça conduisait finalement à un déficit énergétique, et le déficit énergétique se traduisait par cette maladie neurologique, ce beriberi, avec ces histoires de tremblements que l'on retrouvait. Et donc, vous voyez que la vitamine B1 est une vitamine aussi importante. Alors la biotine, dont je viens de parler à l'instant, qui est la vitamine qui joue le rôle de cofacteur des carboxylases de l'organisme. Les carboxylases, je vous en ai donné donc 2 pour le moment. J'ai parlé de la pyruvate carboxylase et je vous ai parlé de la propionyl-CoA carboxylase. Et bien, j'en ai 2 autres qui existent. Une autre, alors je ne sais pas si je le détaille un peu plus loin, une autre, voilà. Alors, on va d'abord parler de ces carboxylases. Donc, la première carboxylase dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est la propionyl-CoA carboxylase qui est une étape de catabolisme des acides aminés ramifiés, donc qui transforme le propionyl-CoA en méthylmalonyl-CoA. Donc, propionyl-CoA carboxylase, enzyme biotine dépendante. Cette autre enzyme dont je vous ai déjà parlé, puisqu'on a parlé de la synthèse
l'oxaloacétate, l'oxaloacétate qui rentrait en relation avec le glutamate, qui prenait l'azote du glutamate pour former l'aspartate, aspartate qui était l'honneur de l'atome d'azote de la deuxième, pour le deuxième atome d'azote de la molécule d'urée. Donc la pyruvate carboxylase, ici, formant l'oxaloacétate, et oxaloacétate, qui est un des intermédiaires de la voie à la glucogénèse pour redonner le glucose. Il y a une autre enzyme dont probablement vous avez déjà entendu parler, je ne sais pas si ce cours vous a déjà été fait, qui est la carboxylation de l'acétyl-CoA pour entrer dans la synthèse des acides gras, pour former une unité à 3 carbones. C'est l'acétyl-CoA carboxylase, c'est la troisième. Et la quatrième, eh bien, c'est une enzyme qui intervient sur la voie de la dégradation de la leucine. Et moi, si vous savez qu'il y en a 4 qui utilisent, mais si vous connaissez seulement la propionine-CoA carboxylase et la pyruvate carboxylase, ça me va très bien comme cofacteur, ce sera déjà pas mal que vous reteniez ça. Mais voyez que la nature fait bien, se simplifie la tâche, elle essaie d'utiliser pour les mêmes réactions, elle utilise finalement les mêmes substrats et les mêmes cofacteurs. Et donc, elle limite au maximum son énergie, sa dépense d'énergie pour faire ces réactions. Et la dernière vitamine dont je voudrais vous parler, eh bien, c'est une vitamine importante pour cette voie métabolique, et on va parler des folates tout à l'heure pour la voie pour le métabolisme des acides aminés soufrés. Eh bien, c'est l'adénosylcobalamine ou vitamine B12 qui est ici le cofacteur de la méthylmalonyl-CoA-mutase. Et je vais en parler un petit peu plus tard parce qu'elle apparaît aussi dans le métabolisme des acides aminés soufrés. Donc je vais passer maintenant à ces acides aminés soufrés. C'est un peu plus rébarbatif qu'hier parce que c'est plus un catalogue que je vous fais, mais en même temps, c'est des acides aminés qui sont importants puisqu'ils vont, lorsqu'il va y avoir des déficits de ces voies métaboliques, conduire à des anomalies ou à des maladies qui peuvent être gravissimes. Alors, je vais vous détailler la première maladie qui a été découverte, associée au métabolisme de ces acides aminés soufrés. Eh bien, c'est l'homocysténurie dite classique, et vous allez voir pourquoi on l'appelle classique, parce qu'elle va être en opposition à d'autres homocysténuries qui sont le déficit d'autres enzymes que celle-ci, qui est appliquée ici dans ce qu'on a défini comme étant l'homocysténurie classique. Eh bien, vous vous souvenez que l'alkaptonurie, on l'a découverte en 1902, donc en début du siècle dernier. Eh bien, vous voyez que 60 ans plus tard seulement, on va mettre en évidence cette maladie métabolique qui est l'homocysténurie classique. On va faire des premières, en 62, on a les premières descriptions d'enfants atteints de cette maladie. Et comment on va les décrire, ces patients? Qu'est-ce qu'on va observer chez ces patients-là? On va d'abord trouver des troubles neuropsychiatriques avec un retard mental qui peut être plus ou moins important. Tout va dépendre à quel moment on aura fait le diagnostic. Et quelque chose qui est assez caractéristique dans cette pathologie, on a des troubles oculaires et on a surtout, vous voyez ici, une luxation du cristallin qu'on voit bien là sur cette photo. Et ça peut être un signe d'appel. Et souvent, le diagnostic, quand il est fait tardivement, il peut être fait par des ophtalmos qui vont trouver une luxation de cristallin et qui vont demander de doser l'homocystéine comme signe biologique de ce signe clinique qu'il observe. Alors, malheureusement, eh bien, les ophtalmos ne sont pas toujours au courant et vous avez des patients qui restent dans la nature avec cette maladie-là et il faudra finalement qu'ils fassent des accidents, et vous allez voir pourquoi, qu'ils fassent des accidents vasculaires à répétition pour pouvoir être diagnostiqués. Parce que ça touche alors le cerveau, ça touche l'œil, ça touche le squelette et vous avez un aspect qui est très... Alors, cette forme-là, c'est la forme, je dirais, la plus gravissime de la maladie, où vous avez quand même un aspect marfanoïde qui est très, très, très poussé. Vous voyez, il y a des scolioses, vous avez vraiment un problème au niveau du squelette, vous avez des scolioses et vous avez quelque chose qui est particulier, et c'est ce qu'on appelle l'aspect marfanoïde et l'arachnodactylie, ça va ensemble. Eh bien, ce sont ces bras qui sont extrêmement longs, ces membres qui sont extrêmement longs, ces jambes, vous voyez, qui sont extrêmement longs, et vous avez ces doigts qui sont aussi extrêmement longs. Donc, c'est ce fameux aspect marfan que l'on observe chez ces patients. Et vous avez aussi des patients qui sont, mais alors, bourrés d'ostéoporose, leurs os sont dans un état catastrophique. Et le quatrième signe clinique important chez ces patients,
Eh bien, et c'est pour ça, et c'est avec ça, alors si on loupe le problème de luxation du cristallin, qui est assez précoce, hein, parce que ce sont des enfants qui vont avoir des luxations de cristallin pour la forme sévère très, très précocement, vers 5-6 ans. Et donc, on pourrait faire le diagnostic assez rapidement, vers 5-6 ans. Et bien souvent, on passe à côté, on va opérer l'œil sans pour autant s'intéresser au problème du diagnostic, de savoir pourquoi il fait des luxations de cristallin aussi rapidement, aussi précocement. Eh bien, les autres signes d'appel qui vont être un signe vraiment assez caractéristique, parce que cette forme-là,